Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza a fini par échouer. Israël met fin à la trêve à Gaza avec des frappes en accusant le Hamas d'avoir provoqué la rupture. On aimerait vous dire le contraire, mais en vrai, c'est pas vraiment une surprise. Dans une ancienne vidéo ici sur Diplo, on vous avait expliqué à quel point le cessez-le-feu à Gaza était fragile et que le plan semblait carrément conçu pour foirer dès le départ. Du coup, dans la nuit du mardi 18 mars, Israël a de nouveau lancé des frappes aériennes massives dans le cadre d'une opération au nom plutôt parlant, Might and Sword, force et épée. Et dès le jeudi suivant, on apprenait que les attaques terrestres avaient elles aussi repris. Autrement dit, la guerre est bel et bien relancée. Israël a repris ses frappes aériennes sur la bande de Gaza alors que les discussions sur le cessez-le-feu et les négociations pour la libération des otages détenus par le Hamas sont dans l'impasse. Cette fois-ci, Israël a frappé à nouveau et avec force. Mais dans cette vidéo, ce qu'on veut vraiment faire, c'est expliquer pourquoi la trêve a échoué et pourquoi la guerre a repris. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Oublie pas d'activer la petite cloche des notifs pour être prévenu dès que les prochaines vidéos sortiront. Et si t'as envie de taper la discute, tu peux nous écrire en commentaire ou directement sur Insta. Et si t'as envie de t'impliquer dans l'aventure Diplo, tu peux nous aider en contribuant à notre cagnotte dont le lien est en description. Allez, c'est parti. D'abord, pour celles et ceux qui savent pas trop ce que c'était, ce fameux cessez-le-feu, on va vous l'expliquer un peu. Parce que, logiquement, c'est essentiel pour piger pourquoi tout a explosé maintenant. La trêve entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur le dimanche 19 janvier grâce à un plan négocié qui prévoyait au moins 3 phases. 2 premières phases de 42 jours chacune, puis une 3e phase sans durée définie. Alors comment on passait d'une phase à l'autre? Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord pour se retrouver au 16e jour de chaque phase afin de négocier l'entrée en vigueur de la phase suivante. Sauf que ça n'a jamais eu lieu. Israël et le Hamas n'ont jamais négocié la 2e partie du cessez-le-feu. Ils se sont juste contentés de faire durer la première phase en mode chewing-gum, en la prolongeant de 2 semaines jusqu'à ce que boum, tout reparte. Techniquement, même s'il n'y avait pas encore eu de combat, la trêve était déjà terminée depuis le 2 mars. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est rien passé. À partir de cette date, Israël a coupé tous les approvisionnements vers Gaza. Nourriture, médicaments, carburant, électricité. L'objectif, c'était de faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte une nouvelle proposition avant qu'on passe à la phase 2 du cessez-le-feu. Autrement dit, le risque que tout pète, comme ça vient de se produire, il était énorme depuis déjà plusieurs semaines. Mais comme je sais que toutes ces histoires de phases peuvent vite devenir galères à suivre, et que beaucoup savent peut-être même pas ce que l'accord contenait, laissez-moi vous expliquer un peu tout ça pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Donc, comme on disait, jusqu'ici, le cessez-le-feu était encore à la première phase. D'après l'accord, pendant cette période, Israël et le Hamas devaient échanger des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. En plus, Israël devait retirer ses troupes du corridor de Netzarim qui traverse la bande de Gaza pour les redéployer à la frontière tout en laissant entrer davantage d'aide humanitaire. En gros, c'était ça le deal. Et franchement, c'était un scénario plutôt réaliste. D'ailleurs, le Hamas a libéré 25 otages israéliens pendant cette période, sur les 33 prévus dans la première phase de l'accord. De son côté, Israël a relâché près de 2000 prisonniers palestiniens de ses prisons. Le problème, comme on le disait, c'est que cette phase du cessez-le-feu aurait déjà dû terminer depuis plus de 2 semaines pour qu'on passe à la phase suivante. Une nouvelle étape qui prévoyait le retrait total des troupes israéliennes de Gaza pour revenir à une situation plus ou moins similaire à celle d'avant les attaques terribles du 7 octobre 2023. Donc, faut pas se mentir, si le Hamas avait pu aller jusqu'au bout du processus, il aurait très probablement repris le contrôle de la bande de Gaza, réorganisé ses structures politiques et militaires et tenté de faire comme si de rien n'était. Alors oui, je sais, dans ce cas-là, ils auraient repris le contrôle d'un territoire quasiment rasé, mais aussi d'une population complètement détruite, au sein de laquelle il serait hyper facile de recruter de nouveaux membres prêts à se battre contre Israël pour se venger. Et ça, c'est quelque chose qu'Israël a toujours dit qu'il ne laisserait jamais faire. Je ne vais pas accepter de mettre fin à la guerre avant qu'on ait éliminé le Hamas. On ne va pas les laisser au pouvoir à Gaza à 50 km de Tel Aviv. Ça n'arrivera pas. En résumé, le passage de la première à la 2e phase était ultra compliqué, voire carrément impossible. Pour que ce fût possible, il aurait fallu que le Hamas accepte de renoncer complètement à ses ambitions politiques. Ils auraient aussi pu essayer de trouver un compromis en acceptant de participer à un gouvernement échappant à leur mainmise totale. Mais même ce scénario-là est totalement non négociable pour Israël. La situation était complètement bloquée. Le cessez-le-feu ne pouvait que voler en éclats. Les Israéliens tenteraient alors le tout pour récupérer le reste des otages par la force.
Ce soir, nous avons repris les combats à Gaza face au refus du Hamas de libérer les otages et à ses menaces contre les soldats de Tsahal et les communautés israéliennes. Nous ne cesserons pas les combats tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux et que tous les objectifs de guerre n'auront pas été atteints. Israel Katz, ministre israélien de la Défense. Actuellement, 59 otages sont toujours détenus par le Hamas et Israël pense que seulement 24 d'entre eux sont encore en vie. Évidemment, maintenant se pose la question la plus cruciale dans tout ce chaos. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ces 2 dernières semaines pour que tout explose d'un coup? Qui est responsable de l'échec du plan de cessez-le-feu? Eh bah, on va tout vous expliquer aujourd'hui. Restez bien concentrés parce que la suite va être très mouvementée. Le boomerang des responsabilités. Les amis, soyons très clairs. L'échec du cessez-le-feu est autant dû au Hamas qu'à Israël. Vous voyez, d'après l'accord, la trêve ne pouvait être officiellement renouvelée que si les 2 camps acceptaient de mettre fin à la guerre. Mais le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, refusait de reprendre les négociations si elles n'avaient pas pour objectif la démilitarisation totale et la démobilisation volontaire du Hamas. Un truc qui, franchement, paraît logique vu les circonstances et colle pile poil avec ce que Bibi avait promis juste après le 7 octobre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouvait déjà à l'époque que cette trêve avait très peu de chances de durer. Sauf que voilà, le Hamas, lui, n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Et à mesure que le moment de négocier la 2e phase approchait, la méfiance entre les 2 parties ne faisait que grandir. Tellement que selon un haut commandant militaire qui a parlé sous couvert d'anonymat, Israël avait déjà des preuves depuis plusieurs jours que le Hamas préparait de nouvelles attaques, notamment des attaques contre des troupes israéliennes situées dans la zone tampon à la frontière de Gaza. Et il était même question d'une possible incursion dans des communautés israéliennes un peu comme celle du 7 octobre 2023 qui avait tout décimé et qui avait déclenché la guerre par la suite. Et attention, parce que ces infos ont aussi été confirmées par les services de renseignement israéliens, qui affirment avoir découvert des préparatifs du Hamas pour mener toutes ces actions. Donc forcément, au lieu d'attendre pour voir si ces menaces allaient se concrétiser ou pas, cette fois-ci Israël a préféré frapper en premier pour éviter que ça arrive. Bon, ça, c'est la version israélienne. Mais le souci, c'est qu'il y a bien plus que ça dans cette histoire. Et pour commencer, vous penseriez quoi si on vous disait que les USA ont tenté de leur côté de bricoler un nouvel accord avec Israël de manière unilatérale? 13 mars 2025, les États-Unis soumettent à Israël et au Hamas une nouvelle proposition pour prolonger la trêve à Gaza. Les amis, au lieu de suivre la feuille de route prévue et de négocier la 2e phase du cessez-le-feu, comme c'était censé être fait, l'émissaire de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a commencé à discuter avec Israël d'une trêve supplémentaire pouvant durer jusqu'à 50 jours. Cette proposition a ensuite été présentée au Hamas telle quelle, à prendre ou à laisser. En échange, le Hamas devait libérer au moins 5 otages vivants et remettre les corps des 9 autres dès le premier jour. Et ensuite, il aurait fallu continuer à libérer progressivement le reste des otages. Autrement dit, cette nouvelle trêve, en réalité, c'était une prolongation déguisée de la première phase de l'accord. Et là, on peut se poser une question. Pourquoi diable prolonger la première phase au lieu d'avancer vers la 2e? Bon, vous vous en doutez sûrement déjà. On en a parlé, dans la situation actuelle, Israël contrôle quasiment toute la bande de Gaza. Tellement qu'il contrôle aussi le corridor de Philadelphie, la frontière entre Gaza et l'Égypte, un point stratégique essentiel pour Israël parce que c'est là que passe l'essentiel de l'armement du Hamas. Israël contrôle aussi entièrement la frontière entre Gaza et son propre territoire. Donc Jérusalem a vu une opportunité. Si le Hamas libérait tous les otages sans qu'Israël ait à céder tous ses avantages stratégiques, le problème des otages serait terminé. Netanyahou aurait un nouveau coup de boost de popularité puisqu'il aurait réussi à ramener les otages chez eux sans que le Hamas reprenne le contrôle de la bande de Gaza. Et une fois les otages récupérés, pas besoin d'être un génie pour deviner la suite. Sans otages israéliens entre les mains du Hamas, ce dernier perdrait son seul levier de négociation. Et Israël aurait alors les mains libres pour tenter de les éradiquer, par exemple en détruisant un à un les tunnels utilisés comme cachette par l'organisation. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Depuis le 7 octobre, Israël n'a toujours pas réussi à neutraliser le Hamas, notamment parce que c'est un groupe terroriste en perpétuelle mutation. Mais quand même, récupérer les otages sans redonner le pouvoir au Hamas, ce serait un coup politique énorme pour Netanyahou. Et c'est exactement ce qu'il a tenté de faire. Sauf que, vous le voyez le problème, Hamas a flairé le coup et il a dit non. Eux veulent s'en tenir à l'accord original et passer à la phase 2 qui forcerait Israël à quitter Gaza. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Pendant que les États-Unis et Israël préparaient cette nouvelle proposition, on a appris que Adam Boehler, l'émissaire présidentiel états-unien, chargé des affaires liées aux otages, aurait maintenu des contacts secrets avec le Hamas.
exclusif. Les États-Unis mènent des discussions secrètes avec le Hamas. Pour vous donner une idée, c'est la première fois depuis que Washington a classé le Hamas comme organisation terroriste en 97 qu'il y a eu des discussions directes entre les deux parties. Et sauf si tout ça n'est qu'un grand théâtre, ce qui, soyons honnêtes, est toujours possible, ce que l'on sait, c'est que le gouvernement israélien est furieux à propos de cette histoire. Même si les Américains affirment avoir consulté Israël à l'avance, on dirait bien que ça n'a pas du tout fait rire les Israéliens. Les discussions secrètes de l'émissaire US avec le Hamas provoquent la colère du gouvernement Netanyahou. Alors, pourquoi les États-Unis ont-ils voulu parler directement avec le Hamas? Mais en fait, c'est simple. Parmi les otages encore détenus par le Hamas, 5 ont la double nationalité israélienne et états-unienne. Et sur ces 5-là, un seul serait encore en vie. Donc, d'après les infos qu'on a actuellement, la Maison-Blanche aurait tenté de négocier directement avec le Hamas pour obtenir la libération de ses otages. Mais sans surprise, négocier dans le dos de Netanyahou, faut pas être devin pour comprendre que ça risquait de ne pas plaire au roi Bibi. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de cette histoire, et probablement la plus intéressante parce que la reprise de la guerre a aussi beaucoup à voir avec ce qui se passe en ce moment même à l'intérieur d'Israël. Oui, vous avez bien entendu, on va tout vous raconter. Opportunité et pression. La situation politique en Israël devient de plus en plus insoutenable. Les familles des otages encore retenus à Gaza sont de plus en plus mobilisées. Elles exigent que Netanyahou fasse tout ce qu'il faut pour ramener leurs proches à la maison. En parallèle, Netanyahou, comme vous le savez, gouverne grâce à une coalition avec les sionistes religieux. Et eux, ils veulent surtout pas qu'on relâche la pression militaire sur le Hamas. Et au milieu de tout ça, il y a aussi les procès pour corruption qui visent Netanyahou lui-même. Et justement, mardi dernier, juste après la reprise des attaques sur Gaza, cette info est tombée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne témoignera pas comme prévu mardi dans son procès pour corruption suite à l'attaque surprise d'Israël sur la bande de Gaza. Évidemment, on ne peut pas dire que la reprise des attaques à Gaza soit uniquement liée au procès en cours de Netanyahou, mais on peut dire que le timing lui a plutôt bien profité. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Premier ministre israélien fait face à 3 affaires distinctes de corruption: fraude, pot de vin et abus de confiance. S'il est reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation, il pourrait écoper de plus de 10 ans de prison, en plus d'amendes lourdes. On parle d'un procès qui lui colle à la peau depuis 5 ans, et c'est loin d'être fini. Et il faut pas oublier que Netanyahou est probablement un des 3 dirigeants les plus importants de toute l'histoire d'Israël. Mais voilà, ces 5 dernières années, Netanyahou a tout fait pour retarder la fin du procès. Il a même tenté de faire passer une méga réforme judiciaire hyper controversée qui aurait permis au gouvernement de contrôler beaucoup plus fortement le système judiciaire, y compris la nomination des juges. Finalement, la Cour suprême a annulé cette réforme. Donc, au moment des attaques du 7 octobre, Bibi n'était pas au top de sa forme, ni politiquement, ni en termes de popularité. Ensuite, l'attaque du Hamas a encore fait chuter sa cote. Mais sans surprise, la série de succès militaires contre le Hezbollah, la Syrie, l'Iran et le Hamas l'ont remis sur le devant de la scène. Et ouais, la guerre a aussi permis de ralentir l'avancée des procès. Et pile quand le dossier allait repartir, bam, le cessez-le-feu explose. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Il y a quelques jours à peine, Netanyahou a commencé à manœuvrer pour éjecter Ronen Bar, le directeur du Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien. Et c'est juste le dernier d'une série de hauts responsables que Netanyahou a viré ou poussé à la démission ces derniers mois. Alors pourquoi il veut l'écarter et pourquoi c'est important? Officiellement, la raison invoquée par Netanyahou, c'est qu'il n'a plus confiance en lui et qu'il faut faire le ménage dans les postes clés qui ont échoué à prévenir les attaques du 7 octobre 2023. Comme on vous l'a déjà expliqué ici sur Diplo, à l'époque, le Shin Bet et le renseignement militaire avaient échoué de manière catastrophique. Donc oui, sur le papier, il y a des raisons pour le virer, rien à redire là-dessus. Mais le vrai souci, c'est que ça pourrait ne pas être la vraie raison. Depuis février dernier, le Shin Bet enquête sur des liens entre certains conseillers de l'entourage de Netanyahou et l'État du Qatar. Le Shin Bet ouvre une enquête sur les liens entre des conseillers de Netanyahou et le Qatar. L'ancien porte-parole de Netanyahou aurait même reçu de l'argent de Doha en échange de documents classifiés et aussi pour tenter de faire passer des contenus pro-Qatar dans certains des plus grands médias israéliens. On ne parle pas directement de Netanyahou, mais de certains de ses conseillers les plus proches, ceux qui, politiquement, le terniraient forcément. Et c'est ce qui fait dire à certains que ce scandale pourrait bien être une raison supplémentaire pour vouloir mettre la main sur le Shin Bet. Mais attendez, parce que c'est pas fini, on n'a pas encore tout raconté. Comme on le disait, le gouvernement israélien est tiraillé entre 2 pressions majeures. D'un côté, celle des familles des otages, qui bénéficient d'un énorme soutien populaire, et de l'autre, celle de ses alliés politiques de l'extrême droite sioniste religieuse. Restez bien branchés, parce que la suite, elle va être un peu difficile à suivre.
Le parti d'extrême droite Otzma Yehudit revient au gouvernement après la reprise de la guerre à Gaza, il y a moins de 2 mois. À l'occasion du cessez-le-feu à Gaza, auquel il s'était opposé, le ministre de la Sécurité nationale de l'époque, Itamar Ben-Gvir, avait quitté la coalition. Et maintenant, il est de retour. Le parti de Ben-Gvir, Puissance Juive, et le Likoud de Netanyahou viennent de confirmer que les ministres du parti réintègrent leur portefeuille ministériel. Des portefeuilles que Netanyahou leur avait gardés bien au chaud en les confiant provisoirement à d'autres ministres déjà en poste au lieu de nommer de nouvelles personnes. Bref, tout ça a été clairement anticipé. Faut pas oublier qu'en termes de manœuvre politique, Netanyahou est un véritable professionnel. Alors qu'est-ce que ça signifie? En gros, 2 choses. Premièrement, Netanyahou renforce à nouveau sa majorité, ce qui étouffe tout début de crise politique. Deuxièmement, le retour de ses ministres indique que la reprise de la force militaire à Gaza n'est pas un petit coup ponctuel. Non. Ça risque de durer. Simplement parce que les gars de Ben-Gvir vont pas entrer et sortir du gouvernement toutes les semaines. Il est très probable qu'ils aient reçu des garanties sur la poursuite de la campagne militaire. Évidemment, tout ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Gazaouis. Et ça a aussi provoqué des réactions furieuses de la part de certaines familles d'otages qui ont lâché des déclarations aussi dures que celles-ci. Comme on le craignait, Netanyahou, pour préserver sa coalition et renforcer son pouvoir, a lancé une attaque contre le Hamas à Gaza, non pas pour ramener les otages, mais pour faire revenir Ben-Gvir au gouvernement. Yehuda Cohen, père de Nimrod, encore détenu par le Hamas. Ce qui est clair, c'est que désormais, Puissance Juive et le parti sioniste religieux sont de nouveau alignés avec Netanyahou dans la stratégie de guerre contre le Hamas. Ce qui veut dire que le gouvernement israélien est à nouveau cohésif, unifié, retrouvé, certes, mais à un prix élevé. Et donc, avec tous ces avantages, plus de soutien politique, des procès pour corruption qui ralentissent à nouveau, etc., Netanyahou n'est probablement pas pressé de régler la guerre à Gaza maintenant qu'elle a redémarré. En plus, il ne subit même pas de pression internationale sérieuse pour accélérer les choses parce que le seul pays dont la vie compte vraiment pour Israël a pris une position très claire en leur faveur. Un responsable israélien a déclaré que le président Trump avait donné son feu vert à Israël pour relancer les attaques contre le Hamas après que celui-ci a refusé de libérer les otages. Israël a ensuite prévenu les États-Unis avant de lancer l'opération. En résumé, avec le soutien des États-Unis et un gouvernement fraîchement renforcé, Netanyahou n'a pas vraiment de raison de ralentir son attaque. Mais évidemment, ça n'a aucun sens que cette guerre dure éternellement. Alors la question maintenant c'est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La stratégie d'Israël aujourd'hui, c'est de forcer le Hamas à se désarmer et peut-être à accepter un plan de transition politique pour Gaza, ce qui très probablement impliquerait une occupation et une guerre de basse intensité qui durerait encore un bon moment. La réalité pour tous les amis de Diplomatrix, c'est que tout est revenu à un niveau d'incertitude énorme. Le Hamas n'a aucune intention de lâcher le contrôle de Gaza, et Israël n'a aucune intention de le leur laisser. C'est un crash en slow motion. Et le pire, c'est que tout ça arrive pile au moment où des milliers de Gazaouis étaient en train de rentrer chez eux, ou plutôt dans les ruines de leurs anciens chez eux. Résultat, la reprise des combats a surpris énormément de civils éparpillés un peu partout dans la bande de Gaza, en dehors des zones sécurisées, ce qui pourrait faire exploser le nombre de victimes. Du coup, dans les prochains jours, il est probable qu'un accord temporaire soit trouvé pour permettre à ces civils de rejoindre des zones plus sûres, avant que les combats ne reprennent. Bref, pour l'instant, c'est flou de chez flou, mais ce qui semble clair, c'est que l'avenir de Gaza s'annonce de plus en plus sombre. Chez Diplo, on va suivre ça de très près pour tout vous raconter en détail, mais pour l'instant, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous pensez que la fin du cessez-le-feu à Gaza signifie la reprise de la guerre ad vitam aeternam? Est-ce que ce conflit va plutôt se régler en l'histoire de quelques mois? Ou alors, est-ce qu'on est en train d'assister à une stratégie de pression militaire pour forcer à un nouvel accord? Et selon vous, est-ce que cette reprise de la guerre profite à Netanyahou? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner, à liker et à partager. On est aussi joignable via Instagram, donc si vous voulez nous filer un coup de main ou parler avec nous, il y a aussi le lien de la cagnotte dans la description. Nous, on se contente de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt.